Imaginons un instant télécharger des milliers, non, vraiment des dizaines de milliers d'heures de vidéos, et puis les visionner une par une et les étiqueter avec une minutie, enfin, de façon quasi obsessionnelle. Ouais, et clairement pas pour se faire une petite playlist sympa pour le dimanche après-midi, hein. Ah non, pas du tout. Le but ici, c'est de construire un véritable bunker de survie numérique, parce que l'on est intimement convaincu que le monde tel qu'on le connaît est sur le point de s'effondrer. C'est ça. Et c'est exactement cette entreprise monumentale qui fait l'objet de notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. On plonge aujourd'hui dans ce qui s'appelle les archives vidéo, histoire, géopolitique et spiritualité tunisienne. C'est l'œuvre titanesque d'un seul individu. Un individu qu'on connaît sous le nom de Fatika. Voilà. Et cet homme a tenté de cartographier absolument toutes les menaces qui, selon lui, pèsent sur l'humanité. Le but étant, bien sûr, de s'y préparer. Et honnêtement, utiliser le terme bunter, c'est peut-être même un peu réducteur, je trouve. Ah oui, tu dirais quoi alors? Quand on analyse vraiment l'architecture de cette base de données, on réalise très vite qu'il ne s'agit pas juste d'empiler des vidéos complotistes ou historiques au hasard. C'est beaucoup plus structuré que ça. Exactement. C'est la construction d'une architecture mentale complète. En fait, l'auteur a littéralement essayé d'aspirer la totalité du savoir humain pour le redigérer, quoi. Pour en faire une sorte de manuel de survie face au chaos mondial, en somme. C'est ça, un écosystème de survie intégrale. Par contre, il faut qu'on fasse une pause tout de suite. Il y a une chose absolument cruciale à préciser avant d'aller plus loin dans cette analyse. Oui, le rappel de neutralité, c'est fondamental ici. Absolument. Les sources que nous allons décortiquer aujourd'hui sont, on va dire, extrêmement chargées. Elles contiennent des opinions politiques très tranchées, Et des lectures religieuses hyper spécifiques aussi. sans parler des théories alternatives radicales, que ce soit sur le système financier mondial, la géopolitique, ou même et surtout le conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc notre mission aujourd'hui n'est en aucun cas de valider, d'endosser ou de réfuter ces croyances. On se contente de rapporter la vision du créateur de l'archive. C'est très important de le garder en tête. On est vraiment là en tant qu'observateur impartial. Moi je vois ça un peu comme un anthropologue qui observerait une carte dessinée par un navigateur au beau milieu d'une tempête, tu vois. Ah, j'aime beaucoup cette image. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de prouver que le monstre marin dessiné sur la carte existe vraiment, c'est de comprendre comment l'esprit de ce navigateur fonctionne. Exactement. De voir comment il tente de donner du sens à un monde qu'il perçoit comme terrifiant et totalement hors de contrôle. Et bon, décortiquons cela. Par où est-ce qu'on commence quand on veut construire ce genre de bouclier intellectuel contre la fin du monde? Eh bien, de façon assez surprenante, et c'est ça qui m'a le plus frappé au début, l'archive ne commence pas du tout par des actualités bruyantes ou des crises récentes. Non, ça remonte beaucoup plus loin. Ça nous ramène littéralement aux fondations même de l'univers. On trouve des contenus massifs, genre il y a cette vidéo numéro 12 intitulée Construction scientifique de l'univers. Qui dure plus de 2 heures, si je me souviens bien. C'est ça, une brique énorme. Et ensuite, on glisse très vite vers des figures mystiques de la science, comme Nikola Tesla dans la vidéo 1609. Oui, Tesla, c'est un grand classique dans ce genre de littérature. Et surtout, on plonge dans une véritable obsession pour les civilisations disparues. On croise les Mayas, les Incas, l'Atlantide avec la vidéo 393. Il y a aussi un focus énorme sur l'Égypte antique, non? Ah mais totalement. La vidéo 404 par exemple s'appelle Égypte pyramide, une autre vérité. C'est hyper déconcertant quand on aborde l'archive pour la première fois. C'est vrai qu'on pourrait légitimement se demander pourquoi quelqu'un d'angoissé par l'inflation ou la dette mondiale perdrait son temps à chercher des secrets dans des tombeaux vieux de 5000 ans. Exactement. Mais en y réfléchissant, c'est vraiment comme construire une maison pour survivre à un ouragan. Avant de monter des murs pour affronter la tempête du présent, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Des fondations mythologiques coulées dans un béton armé qui défie l'histoire officielle. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire, pourquoi l'Atlantide précisément? Parce que c'est un échauffement cognitif. En fait, en s'imprégnant pendant des heures de documentaires qui affirment que l'archéologie moderne nous ment à longueur de journée. Que les égyptologues cachent des technologies secrètes, ce genre de choses? Exactement. L'esprit s'entraîne activement à douter des figures d'autorité. C'est une démarche hautement préparatoire en réalité. Ah ouais, je vois. Chercher des vérités occultées dans le passé lointain, c'est une façon de rebrancher les connexions de son cerveau. C'est exactement ça.
Ça rend le cerveau capable de chercher les vérités occultées dans le présent. Donc si on arrive à se convaincre qu'on nous a menti sur la façon dont on a empilé des blocs de pierre dans le désert il y a des millénaires, Eh bien, il devient parfaitement logique, voire naturel, de penser qu'on nous ment aujourd'hui sur les cours de la bourse, sur l'inflation ou sur les vrais motifs des guerres. c'est une gymnastique intellectuelle redoutable quand on y pense. On étire le muscle du doute sur le pharaon Khéops juste pour pouvoir l'utiliser ensuite sur Wall Street. Et une fois que ce muscle est bien échauffé, on peut enfin entrer dans le cœur du réacteur. La deuxième grande thématique de cette base de données, qu'on pourrait appeler la cartographie de la suspicion. Voilà, le brouillard du passé se dissipe et on arrive dans un présent qui n'est plus du tout perçu comme aléatoire. Ah non, fini le hasard. Le présent devient une menace implacablement structurée. Selon les archives de Fatica, les crises financières, la pauvreté, les guerres, rien de tout ça n'est accidentel. Tout est sous contrôle. Tout à fait. On tombe par exemple sur la vidéo 800 qui parle des assassins économiques, ou encore sur la vidéo 858 qui reprend en détail la fameuse stratégie du choc de Naomi Klein. Oui, l'archive compile tout cela pour dénoncer ce qu'elle nomme sans surprise un nouvel ordre mondial. Mais concrètement, comment l'archive explique-t-elle ce mécanisme de contrôle au jour le jour ? Comment est-ce qu'on passe d'une simple crise économique à l'asservissement total d'une nation ? Eh bien, c'est là que le concept de la stratégie du choc est utilisé comme véritable clé de voûte par l'auteur. D'accord. Comment ça fonctionne selon lui ? La logique est la suivante. Imaginons qu'un pays subisse une catastrophe naturelle immense ou un effondrement économique fulgurant. La population est en état de choc, forcément. Paralysé par la peur, oui. Et selon ces vidéos, c'est très exactement à cette fraction de seconde que l'élite mondiale, les fameux maîtres du monde, intervient. Ils débarquent et se présentent comme des sauveurs, j'imagine. Exactement, en offrant des prêts massifs. Mais, et c'est là le piège, ces prêts sont empoisonnés. Pour obtenir l'argent, le pays souverain doit privatiser son eau, démanteler ses services publics. Et s'enchaîner à une dette qui est, de toute façon, mathématiquement impossible à rembourser. C'est ça. Ce n'est plus de la simple économie, c'est carrément décrit comme une arme de destruction massive invisible. Donc, l'oligarchie utiliserait la crise pour réécrire les lois du pays et le mettre sous tutelle définitivement. Voilà l'argumentaire. Ce qui m'amène à une vraie objection philosophique, pour le coup. Quand on se penche sur cette vision du monde hyper sombre, est-ce qu'il n'est pas, paradoxalement, infiniment plus réconfortant pour l'esprit humain de s'imaginer qu'un nouvel ordre mondial tire les ficelles dans l'ombre ? Même s'il est profondément machiavélique et malveillant, plutôt que de regarder la réalité en face. C'est-à-dire l'idée vertigineuse que le monde est souvent dirigé par l'incompétence, le hasard, l'improvisation totale. Et que personne ne pilote vraiment l'avion, en fait. Exactement. Croire que l'univers est un chaos absolu, c'est terrifiant. Croire à un plan maléfique, ça donne au moins un visage à l'ennemi, on sait contre qui se battre. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble de l'archive, tu as tout à fait raison. C'est exactement la fonction psychologique, le cœur battant de cette entreprise d'archivage. Nommer l'ennemi, l'étiqueter. Classer ses supposés méfaits dans des dossiers numérotés. C'est un acte de maîtrise inouï sur son propre environnement. Parce que le monde moderne nous bombarde de chocs incompréhensibles tous les jours. Une banque fait faillite à l'autre bout de la planète. Et soudainement, le prix du pain double dans la boulangerie de ton quartier. Voilà. Et comment est-ce qu'un cerveau humain normal peut traiter cette information sans devenir fou ? Eh bien, en inventant ou en adhérant à l'idée d'un maître du monde. D'un coup, le chaos devient lisible. La souffrance n'est plus une simple tragédie statistique. Elle devient le résultat d'un complot décodable. Et c'est vital pour la santé mentale de l'auteur. Psychologiquement, on ne peut pas élaborer une stratégie de survie contre le pur hasard. C'est impossible. C'est clair. Par contre, on peut s'armer contre une élite corrompue dont on a soigneusement identifié les méthodes. Exactement. Sauf que, et c'est là que l'angoisse monte d'un cran, selon le créateur de l'archive, cet ennemi ne se contente pas de siéger dans des conseils d'administration lointains. Ah non, la menace est beaucoup plus intime que ça. Appelé le siège biologique et numérique. Parce que le contrôle global redescend au niveau de l'individu, de la matière même. Tout à fait. D'un côté, on a une terreur absolue de la traçabilité, les vidéos 587 sur le total control ou 3345 sur les puces RFID. Ça décrit un monde où Google, Facebook et la biométrie transforment la société en une prison à ciel ouvert. Et simultanément, il y a une angoisse purement biologique, physique. L'archive pointe du doigt des tueurs invisibles et quotidiens. Comme l'aspartame dans nos aliments, avec la vidéo 1329. Oui, ou les ondes Wi-Fi qui traversent les murs de nos maisons dans la vidéo 539, sans oublier les géants comme Monsanto dans la vidéo 554.
C'est fou la variété des menaces compilées. En fait, j'ai l'impression que dans cette vision, l'être humain est devenu une sorte d'ordinateur, mais avec un système d'exploitation totalement piraté. Tu vois l'idée? Oui, l'image du piratage informatique est très parlante, parce qu'elle illustre parfaitement la double attaque subie par l'individu. Voilà. Le software, le logiciel de notre pensée, est hacké par la surveillance numérique, la collecte de nos données. Et en même temps, le hardware, le matériel physique, c'est-à-dire notre biologie même, nos cellules, est attaqué par des virus sous forme d'ondes, de pesticides, d'additifs. C'est une corruption simultanée et totale du corps et de l'esprit. Il faut mieux comprendre le mécanisme de cette convergence dans l'esprit de l'auteur. Pourquoi lier la technologie 4G, l'aspartame et la finance internationale? Pourquoi mettre tout ça dans le même panier, oui? Parce que cela justifie l'urgence d'une rupture totale. Si la menace n'était qu'économique, on pourrait simplement voter pour un autre parti politique. Essayer de réformer le système de l'intérieur, quoi. Voilà. Mais si le système vous empoisonne, technologiquement et biologiquement jusque dans votre propre salon, alors la réforme est impossible. La seule réponse rationnelle à une toxicité aussi intégrale, c'est la sécession absolue. Il faut purifier son environnement et rejeter la modernité en bloc. C'est la seule façon d'espérer survivre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que toutes ces immenses théories sur la dette, les ondes, le nouvel ordre mondial, elles ne flottent pas juste dans le vide intersidéral. Non, elles atterrissent très brutalement sur un territoire géographique bien précis. La Tunisie. L'archive consacre plus de 1600 vidéos, ce qui est colossal, à la politique tunisienne, en particulier autour de la révolution de 2011. On y trouve des images historiques très fortes. Oui, la fuite de l'ancien président Ben Ali, l'arrestation du clan Trabelsi, dans les vidéos 1830 et 2046. Mais la Tunisie n'est pas traitée juste comme un sujet d'actualité parmi d'autres. Absolument pas. En parcourant l'index, on réalise vite que c'est le patient zéro de cette grande théorie de survie. C'est un organisme national, fraîchement libéré du virus de la dictature. Mais qui se retrouve immédiatement exposé à un autre virus bien plus pernicieux qui est la dette internationale. Exactement. L'auteur a même archivé une vidéo d'alerte, la 22-28, au titre très clair « Assassinat économique des peuples, Tunisie, attention ». Il y a aussi un vrai travail sur la mémoire historique tunisienne. Oui, l'évocation de Bourguiba avec son fameux discours de Jéricho en 65 sur la question palestinienne dans la vidéo 28-46. Le pays est vraiment utilisé comme un microscope pour observer l'infection géopolitique en temps réel. Ce laboratoire tunisien est vraiment la preuve que cette archive a une dimension profondément intime et ancrée. Et c'est ici qu'il faut garder nos lunettes d'analystes impartiaux. C'est clair. Comment ça se traduit concrètement sur des sujets économiques, par exemple? Prenons l'exemple de l'annulation de la dette tunisienne. C'est un sujet longuement abordé, notamment dans la vidéo 2286. Dans un journal télévisé classique, on parlerait de chiffres, de taux d'intérêt, de rééchelonnement. Exactement. Mais dans la grille de lecture de cette archive, demander l'annulation de la dette n'a strictement rien à voir avec la comptabilité. C'est perçu comme un acte de souveraineté révolutionnaire pure. C'est politique, en fait. Totalement. Le raisonnement est implacable. Selon l'auteur, à quoi bon chasser un dictateur physique si c'est pour se soumettre, dans la foulée, à des assassins économiques invisibles au FMI? C'est très logique dans son paradigme. Pour lui, une révolution qui ne s'accompagne pas d'une décolonisation financière immédiate est morte-née. Le sang du pays, c'est son indépendance financière. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour celui qui essaye de survivre au quotidien? Si l'économie occidentale est une arme, si le système bancaire classique est un venin, quel est l'antidote? Parce que l'archive ne se contente pas de dénoncer, elle propose des solutions. Exactement. Elle passe à la construction de ce qu'on pourrait nommer un véritable bouclier éthique. Et la forme de ce bouclier est vraiment fascinante. Oui, il s'agit de la finance islamique et du retour à l'économie tangible. Et attention, on est très loin du simple dogme religieux récité par cœur. Ici, la religion est presque militarisée pour servir de pare-feu anti-spéculation. L'archive regorge de dossiers sur l'interdiction de la riba, donc l'usure, et fait une grosse promotion des sukouks. Elle référence mène 8 cours très académiques. J'ai vu la vidéo 1127 qui montre un enseignement de finance islamique à l'université Paris-Dauphine. Oui, ou encore la vidéo 609, qui milite activement pour le retour du dinar or. En fait, c'est la construction pure et simple d'un bunker financier hors réseau. Et c'est crucial de détailler le fonctionnement mécanique de ces concepts pour comprendre l'obsession de l'auteur. Tu peux nous expliquer un peu le principe des soukouks, par exemple? Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est brandi comme un bouclier?
Eh bien, dans la finance traditionnelle, si un État veut construire une autoroute, il emprunte de l'argent avec des intérêts. L'argent crée de l'argent de façon abstraite. Exactement. Ce qui, selon l'archive, mène inexorablement à l'esclavage par la dette. Un sukuk, en revanche, est toujours adossé à un actif réel. C'est-à-dire concrètement. Concrètement, les investisseurs achètent des parts de cette autoroute physique. Et ils se partagent les bénéfices générés, par exemple, par les péages réels. Donc s'il n'y a pas de création de richesse concrète sur le terrain, il n'y a pas de rendement. Voilà. Pour le créateur de la base de données, c'est l'arme absolue pour détruire la magie noire de Wall Street. On ramène l'économie à la matière, au tangible, au réel. Et en plus du retour au réel, il y a cette idée hyper puissante de s'adosser à une loi perçue comme divine. Une loi qui échappe, par définition, à la corruption des élites. Puisque les hommes ont perverti les lois du marché, on s'en remet à une loi qui vient d'en haut. C'est ça. Mais cela soulève une question importante sur l'immense cohérence de ce système de survie. Parce que ce bouclier ne protège pas uniquement le portefeuille, si j'ai bien compris. Ah non, il s'étend au corps humain tout entier. C'est fou. L'archive documente abondamment ce qu'elle appelle les miracles scientifiques du Coran, affirmant que des textes millénaires contenaient déjà des équations astronomiques. Ouais, la composition moléculaire du fer, oui. Et on y trouve aussi toute une section sur la médecine prophétique, comme dans la vidéo 1187. Tu te souviens du sillage biologique dont nous parlions tout à l'heure? Les ondes, l'aspartame. Oui, le fameux piratage du matériel humain, le hardware. Exactement. Eh bien, la réponse à la toxicité chimique de l'industrie moderne, ce sont ces remèdes ancestraux et spirituels. C'est perçu comme un assainissement total. D'accord, je vois la logique. Puisque les normes industrielles, pharmaceutiques et financières créées par les hommes sont fondamentalement corrompues. Et vise à nous asservir, selon lui. L'unique issue, c'est de purger le système en s'en remettant à des principes transcendants, que ce soit pour soigner une maladie avec des plantes ou financer une route sans dette. C'est un écosystème de survie absolument autosuffisant. Mais il y a un mais vertigineux dans toute cette construction. Que se passe-t-il quand on réalise que ce bouclier éthique risque de ne pas suffire? Quand on a le sentiment que la machine en face est trop grosse, c'est ça. Oui. Quand on regarde la marche du monde et qu'on se dit que ce fameux nouvel ordre mondial est trop puissant, trop infiltré, trop écrasant. C'est là qu'on attend la toute dernière couche de cette archive monumentale. Et, pour le coup, c'est un saut dans le vide absolu. On abandonne la géopolitique, l'économie et même l'archéologie, pour entrer de plein pied dans l'eschatologie. Pour le formuler simplement pour tout le monde, l'eschatologie, c'est la théologie de la fin des temps. Le moment où l'histoire humaine s'arrête purement et simplement. Voilà. Puisque les systèmes humains sont irrémédiablement pourris de l'intérieur, la seule manière logique de s'en sortir, la seule façon de nettoyer le tableau noir, c'est l'effondrement cosmique. L'apocalypse n'est plus du tout une peur en fait, ça devient un espoir de résolution. L'archive répertorie les angoisses autour du calendrier Maya de 2012. Ou des projections hyper inquiétantes pour l'année 2050. Mais le point focal absolu, c'est l'arrivée de la figure messianique de l'imam Mahdi, qui est particulièrement décortiqué dans la vidéo 1579. Le Mahdi, c'est celui qui doit venir restaurer la justice mondiale juste avant la fin des temps. Et ce qui est vraiment troublant, c'est de voir comment l'actualité brûlante est absorbée et recyclée par ce prisme eschatologique. Oui. Des événements très contemporains, des tragédies comme le conflit israélo-palestinien, l'opération du déluge d'Al-Aqsa. Ou des théories très précises sur la disparition de l'État d'Israël, traitées dans des vidéos comme la 944 ou la 5939. Elles ne sont plus du tout analysées sous un angle géopolitique classique, on est d'accord? Absolument pas. Elles sont lues comme des prophéties mathématiques. Pour l'auteur, ce sont les signes tangibles que le jour dernier est en marche. Et c'est ici qu'il faut vraiment faire preuve de la plus grande finesse analytique, toujours en gardant notre stricte neutralité de départ. Pourquoi cette archive recourt-elle à l'eschatologie avec une telle ferveur? Ce n'est pas juste pour se faire peur dans le noir. Non, dans cette architecture mentale, la fin des temps est le chapitre politique final. Et il est indispensable. C'est l'antidote ultime. Mais oui, imaginons. On vient de passer des années de sa vie à répertorier les preuves que des humains surpuissants détruisent la planète et asservissent les peuples. L'esprit réclame une issue, une justice qui dépasse largement les tribunaux humains qu'on sait corrompus. L'ordre nouveau, divin, qu'il passe par le Mahdi ou par des cataclysmes immenses, vient purement et simplement balayer ce nouvel ordre mondial humain. Paradoxalement, croire à la fin du monde, c'est l'ultime mécanisme de défense pour stabiliser son propre esprit.
Ça permet de se dire que le chaos actuel n'est pas absurde, qu'il fait partie d'un grand nettoyage nécessaire avant un renouveau cosmique. C'est un réconfort intellectuel absolu, en fait. Quel voyage intellectuel, franchement. Si l'on recule d'un pas pour regarder la fresque dans son ensemble, il est flagrant que cette archive transcende l'idée même de base de données. Ce n'est plus un disque dur rempli de dossiers. C'est le miroir d'un esprit humain luttant désespérément contre le sentiment d'impuissance. En liant les mystères des pyramides d'Égypte, la cruauté des prêts du FMI, les secousses de la révolution tunisienne et les promesses d'un effondrement divin. Cet individu, Fatika, a fabriqué un radeau conceptuel pour ne pas se noyer dans un océan d'incertitudes. Totalement. C'est une tentative héroïque et d'une profonde solitude d'ailleurs, de reprendre le contrôle de la narration. Face à la complexité foudroyante de notre époque, chercher des coupables invisibles pour expliquer la douleur visible et s'accrocher à des lois jugées incorruptibles pour se protéger, c'est une réaction profondément, tragiquement humaine. C'est ça. Et cela nous amène à une pensée finale, que je trouve d'une contradiction tellement ironique qu'elle donne presque le vertige. Ah oui, dis-moi. Quand on navigue dans cette immense forêt de données, on est frappé par la terreur qu'éprouve l'auteur face à la traçabilité numérique. Oui, la hantise du fichage biométrique, la peur obsessionnelle de laisser des empreintes chez les géants du web, ça suine de chaque dossier. Et pourtant, en consacrant des années de sa vie à classer, taguer et nommer méthodiquement des milliers de vidéos selon ses angoisses les plus viscérales, ses espoirs, ses croyances intimes, n'a-t-il pas accompli la prophétie qu'il fuyait ? Ah, je vois où tu veux en venir. Il a créé de ses propres mains la carte numérique la plus intime, la plus transparente et la plus parfaitement traçable de sa propre psychologie. C'est fascinant d'y songer, c'est vrai. L'outil suprême qu'il a bâti dans l'ombre pour échapper au système de surveillance mondiale et s'isoler du chaos est devenu la preuve éclatante de notre besoin viscéral d'exister. De laisser une trace de notre esprit dans le monde, même si ce monde nous terrifie. Exactement. Comme quoi, en construisant un bunker géant pour se cacher de tous, on finit parfois par allumer un immense phare qui révèle très exactement qui l'on est au cœur de la nuit.